Salia Radio, Immersion, l'émission dédiée au voyage. Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission de notre radio baptisée Immersion. C'est un programme dédié au voyage qui vous fait découvrir des pays ou des régions en France en immersion avec les spécialistes de la destination ou des locaux qui y vivent. Pour cette première, on embarque en Amérique du Nord, direction le Canada. Et la spécialiste du pays qui est avec nous, c'est Cyrielle Bon, la directrice générale de l'Office de tourisme en France, Destination Canada. Bonjour Cyrielle. Salut Salia, merci de m'avoir avec vous. Vraiment, je suis ravie de t'accueillir Cyrielle. On s'est rencontrés au Canada il y a très peu de temps à l'occasion de l'événement GoMedia qui était à Saskatoon, donc plutôt, si tu peux situer dans quelle région ? Alors j'ai réussi à l'emmener dans les prairies canadiennes, l'endroit que personne ne connaît, dans une province imprononçable, le Saskatchewan. Elle n'a peur de rien, Salia. Alors vraiment, c'était une grande découverte et aussi j'ai pu mieux comprendre l'histoire des populations autochtones. On est allé dans un centre là-bas, un parc régional, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'hôtel Voco Paris Porte de Clichy, puisqu'on est dans cet hôtel, donc au nord de Paris, et avec les techniciens Nicolas Goussin et Yannis Chabou qui sont avec nous. Donc pour commencer, on peut parler donc du Canada, peut-être dans les grandes lignes, parce qu'en fait c'est un pays que les gens ne connaissent pas trop. On pense au Québec parce que voilà, c'est francophone, mais c'est un pays immense. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire dans les grandes lignes? Je sais, c'est pas facile. C'est très difficile de résumer un aussi grand pays. C'est quand même le deuxième plus grand pays au monde. C'est 15 fois la taille de la France. Hein. Et puis, c'est aussi un pays souvent qu'on dit jeune. Mais alors, il n'est pas si jeune que ça, puisqu'il était habité depuis des milliers d'années par les autochtones. C'est bien que tu le mentionnes. Parce qu'effectivement, quand les Européens sont arrivés, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait des gens qui vivaient partout au Canada. Donc, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'en 1497, quand il y a eu les premières cartographies de l'Atlantique, donc la partie est du Canada, c'était la vision européenne de cette partie du monde. Et puis c'était une vision, ils ont appelé les autochtones les Indiens, parce qu'en fait, ils pensaient être arrivés en Inde. Donc c'était une vision assez erronée. Et puis ensuite, je sais que tu voulais qu'on parle un peu d'histoire. Alors, ça a continué avec les explorateurs. On a tous en tête Cartier, Champlain, qui sont venus explorer un petit peu plus dans les terres, donc des provinces atlantiques qui sont allés un petit peu plus vers le Saint-Laurent. Donc Cartier qui est arrivé du côté de Gaspé. Ensuite, Champlain qui a fondé la forteresse de la ville de Québec en 1608. Et puis, il y avait comme ça, on va dire, l'exploration française, d'une part, donc du côté, on va dire, nord du Canada. Et plus au sud, il y avait les Anglais qui faisaient un peu la même chose dans la province de l'Ontario. Donc, assez rapidement, il y a eu quand même quelques conflits. Et on a la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Salia. Salia. Pas du tout. Alors là, je suis toute oui. J'ai l'impression d'être à un cours d'histoire. C'est vraiment magnifique. Mais un cours d'histoire très sympa. Beaucoup plus, on va dire, pédagogique que ce qu'on peut imaginer. Donc... c'est une bataille qui a été très très rapide, puisque en moins d'une heure, en fait, les Anglais ont renversé la situation et ils se sont emparés des forteresses, de la forteresse de la ville de Québec. Donc du coup, en 1759, l'Empire français en Amérique du Nord était terminé. Ah, dommage. Ouais. Et donc, du coup, il y a eu une cohabitation qui a commencé entre les Français et les Anglais. Et je dis cohabitation parce que les Anglais se sont quand même rendus compte qu'ils avaient besoin de l'appui des Français, qui étaient très bons dans le commerce, notamment avec les autochtones, pour garder, en fait, leur territoire, leur emprise sur ces nouvelles terres, et notamment contre l'invasion des États-Unis, qui essayaient de remonter toujours plus vers le nord. Donc tout ça nous amène dans les années 1812, quand les États-Unis essayaient de s'emparer de plus de terres vers le nord. Et puis, donc du coup, le Canada a commencé à se constituer, à s'unir. Et c'est là qu'on a vu apparaître la Constitution canadienne. Donc en 1867, le 1er juillet exactement, c'est ce qu'on appelle la fête du Canada, c'est la fête nationale. On a eu à la fois les provinces du Québec, de l'Ontario, mais aussi dans les provinces atlantiques comme au Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard. On a eu 6 provinces comme ça qui se sont unies pour former ce qu'on appelle le Canada. Et c'est pour ça que souvent les gens disent que c'est un jeune pays, parce qu'en 2017, on a fêté les 150 ans du Canada.
mais le pays existait bien, bien avant. Et d'ailleurs, a continué à se développer, puisque c'est en 1999 que le territoire du Nunavut a rejoint le Canada, donc c'est tout jeune. Et les frontières actuelles, finalement, ont été déterminées qu'il y a 25 ans. Oui, donc à la fois récent et en fait très ancien, puisque les populations autochtones, elles sont là depuis toujours. Les fameux Indiens, d'ailleurs, j'ai appris qu'il ne faut jamais dire Indien. C'est un terme qui est banni, puisque très colonialiste, en fait, finalement. C'est un terme péjoratif pour les populations autochtones. C'est péjoratif, c'est surtout très erroné, parce qu'il pensait arriver en Inde, et il n'était pas en Inde. Oui. Donc, en fait, il y a le côté faux. Ensuite, factuellement, on aurait pu dire indigène, mais je crois que l'Australie, avec ses aborigènes, a un petit peu la main mise sur ce mot-là. Donc, au Canada, on préfère quand même que les communautés autochtones soient appelées les autochtones, ou si on veut être plus précis, on peut dire les Premières Nations, les Métis et les Inuits, puisque c'est les 3 catégories réellement de personnes autochtones qu'on peut y retrouver. Et donc, pour revenir au Canada lui-même, alors, quels sont les atouts du Canada pour un voyageur? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et qu'est-ce qui fait que ce pays est attractif pour un touriste? Le Canada, c'est un pays qui fait rêver. Alors moi, il m'avait toujours fait rêver et je me souviens très bien que quand je voulais travailler pour le Canada, j'étais sûre qu'on voulait me faire parler des grands espaces parce que on en entend toujours parler dans la presse, dans les reportages. C'est très visuel en fait, les grands espaces. Ils sont XXL, ils sont très variés. On a certains monts qui sont hyper hauts. On a des lacs aux eaux turquoises, il y a des prairies désertiques. Il y a une grande variété. Mais en fait, ce qui est des fois plus difficile à capturer en photo, surtout quand on n'est pas un photographe professionnel, c'est les interactions humaines. Et moi, c'est ce qui m'a toujours le plus touchée en fait avec le Canada et les Canadiens, en fait, tout simplement. C'est leur ouverture d'esprit et c'est leur envie toujours de s'améliorer, d'apprendre, de comprendre. Donc c'est un pays que je trouve inspirant à ce niveau-là. Et je pense que l'ouverture est assez bien comprise parce que les Français sont très nombreux à vouloir y aller pour les vacances ou même s'y installer. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui voyagent d'ailleurs chaque année au Canada. C'est en progression permanente. Moi d'ailleurs, c'était ma première très belle découverte, mais on en parlera tout au long de l'émission. Ouais. Donc tu confirmes donc que c'est quand même un pays qui a la cote auprès de la France? Oui, c'est un pays qui a la cote. Ça, on est gâtés. Jusqu'en 2019, si on parle avant Covid, on était en année record sur année record avec plus de 680 000 Français qui allaient y passer leurs vacances en 2019. Évidemment, le Covid a changé la donne, mais là, par exemple, en 2022, on était déjà à 80% des chiffres de 2019, ce qui est énorme en fait. La reprise ne s'est pas faite attendre. Et pour nous, finalement, le Covid a changé beaucoup de choses parce que ça nous a permis de nous poser la question de qu'est-ce qu'un bon tourisme, qu'est-ce qu'on veut en fait, permettre aux gens grâce aux visites. Et ce qu'on veut permettre, en fait, c'est à la population d'apprécier de recevoir des visiteurs et donc qu'elle s'enrichisse en fait, par la venue de ces personnes étrangères et vice-versa. Donc que ce soit un vrai échange, finalement, c'est un petit peu le propre du Canada que de vouloir s'enrichir des différentes rencontres. Et donc, du coup, maintenant, c'est vrai que la quantité de visiteurs qui viennent, c'est pas si important. Ce qui est important pour nous, c'est comment, en fait, les Canadiens peuvent le ressentir, s'ils y trouvent leur compte et, du coup, s'ils sont heureux d'accueillir, de recevoir, je pense que les visiteurs français seront d'autant plus bien accueillis. Et en termes de formalité, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pour aller au Canada, il faut quoi? Je crois qu'il faut remplir un petit formulaire en ligne. En tout cas, je l'avais fait pour y aller. C'est assez simple. C'est même très, très simple. C'est un jeu d'enfant. Oui. Il y a un site, alors je vais quand même le citer parce que sinon, les gens ont tendance à aller sur des sites de prestataires. Alors, canada.ca/AVE, les lettres qui signifient autorisation de voyage électronique. C'est là le site officiel pour, en fait, payer la redevance aéroportuaire qui vous permettra d'entrer au Canada. C'est pas vraiment un visa, c'est l'équivalent de l'ESTA pour ceux qui ont l'habitude d'aller aux États-Unis. Et ça coûte 7 $ canadiens, donc c'est à peine 5 €. C'est valable 5 ans sur un même passeport. C'est très simple. Et puis une fois qu'on a enregistré, après, quand on arrive à l'aéroport, au check-in, c'est facile. Ils ont déjà les éléments, hein, la compagnie aérienne.
Exactement. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un papier. Alors, évidemment, on reçoit une confirmation par email, mais ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer, même si certains sont rassurés de l'imprimer. Ouais. Mais vous n'avez pas besoin de l'imprimer puisque c'est enregistré dans le passeport. Et donc, la compagnie aérienne est très au courant. Et ça permet de voyager combien de temps au Canada, le séjour maximum, on va dire, en durée? Donc là, c'est vraiment pour les visiteurs de loisirs, les touristes. Ouais. Donc c'est pour 6 mois maximum. Et puis, il ne faut pas travailler. On est vraiment là sur de la visite loisirs. Très bien. Bon, alors on se retrouve dans quelques minutes pour parler plus en détail du pays. Salia Radio, 100% podcast, 100% good vibes. Alors Cyrielle, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Canada en général? Où est-ce que tu nous conseillerais d'aller? Il y a tellement d'endroits. Bon, bien sûr, le Québec, peut-être dans les grandes lignes. Bien Montréal, sûr. Évidemment. Ouais. Bah, je pense que c'est le premier voyage de la plupart des Français qui vont au Canada. Oui. Y a un attachement culturel, donc historique. Tout à l'heure, on a quand même fait un petit récapitulatif. Les explorateurs français sont arrivés par le Québec, quand même, il faut le dire. Cartier, c'est bien ça. Cartier, qui est de Saint-Malo, je crois. Ouais, Champlain qui est de Charente. J'étais à Saint-Malo, très jolie ville en Bretagne. Notre petit clin d'œil à notre technicien Nicolas Goussin qui est breton. Donc oui, Cartier, Champlain. Oui. Donc ça, c'est vrai que toute l'histoire des explorateurs, c'est assez fascinant pour les Français qui s'intéressent à la culture. Et donc, le Québec est très bien placé pour cela. Il y a aussi la langue française. On ne va pas se mentir, entendre le français parler avec un accent chantant et des expressions très colorées. Sacré accent. Ouais, ça a son charme. Popularisé par Céline Dion, mais quand on va sur place, on le vit en direct. Et des fois, on ne comprend pas tout, mais on s'habitue en fait. On s'habitue très vite. Moi, on m'avait dit, tu vas rien comprendre, le québécois, c'est particulier, il y a des expressions un peu... Mais en fait, non, ça va. Il faut aussi avouer qu'ils s'adaptent à nous. Quand ils savent qu'ils parlent un français, ils font en sorte de se faire comprendre. Oui, c'est vrai, parce que... Mais ouais, donc le Québec. Donc le Québec, et puis aussi, il y a quand même une facilité pour les Français d'arriver par le Québec, puisque sur 7 vols sur 10 qui arrivent au Canada, ils sont routés par le hub qui est Montréal. Il y a une guerre des prix sur cet aéroport, donc avec des prix cassés, forcément, c'est assez logique que tout le monde passe par Montréal, et s'ils ne l'ont jamais visité, ils vont y passer leurs vacances. Alors, les prix cassés, c'est intéressant. C'est-à-dire, donc, peut-être on peut parler des vols, d'ailleurs, de la desserte du Canada via le Québec, pour commencer. Oui, il y a énormément de compagnies aériennes low cost qui ont essayé, qui s'y mettent, qui entrent, qui sortent. Je ne vais pas citer les low cost, mais pour le coup, il y a un fort intérêt à ouvrir une ligne sur Montréal. Ensuite, il y a des compagnies aériennes, on va dire, plus ancrées, qui, elles, sont stables et qui restent, que ce soit Air France, Air Canada, Air Transat, tous passent par Montréal, c'est une évidence, et ensuite vont desservir différentes villes au Canada qui vont permettre aux Français soit de continuer leur voyage au Québec, soit d'aller explorer d'autres provinces et territoires. Et tu parlais des vols directs, mais c'est vrai qu'on a 6 villes au Canada, d'un océan à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique, qui sont desservis par des vols en direct depuis Paris, Paris-Vancouver, Paris-Calgary, Paris-Toronto, Paris-Ottawa, Paris-Ville de Québec, et ensuite Montréal a de la chance d'être desservi depuis Paris, mais surtout depuis la province française. Donc depuis... Bâle, Mulhouse, depuis Nice, depuis Marseille, depuis Lyon, Toulouse, Bordeaux, on trouve des vols directement vers Montréal. Et le prix en moyenne, on va dire à partir pour prendre un Paris-Montréal, ce serait combien en prix peut-être cassé, low cost, et en prix ligne régulière? Allez, on donne envie aux gens d'y aller, ça leur coûtera pas trop cher peut-être. Alors, les prix ont tendance à beaucoup fluctuer, mais des fois, ça coûte moins cher d'aller à Montréal que d'aller prendre un billet d'avion pour la Grèce, par exemple. Ah, quand même. C'est à ce point cassé. Donc on est quand même sur une destination long courrier qui a des prix, des fois, plus avantageux que le moyen courrier. C'est-à-dire, on peut se risquer à dire que c'est autour de 300, 400 euros aller-retour, parfois? On peut trouver ça. Ah oui, c'est intéressant, effectivement. Et juste en termes de saisonnalité... On peut y aller toute saison au Canada? Oui, on peut y aller en toute saison. Ils disent qu'il fait très très froid les Canadiens. Je suis jamais allée l'hiver, mais voilà.
Déjà, ça dépend où au Canada. Oui. Parce que tu vois, moi, j'avais vécu dans l'Ouest canadien et en fait, à Vancouver, les températures, c'est les mêmes qu'à Paris. Donc, Vancouver, la neige, t'en as pas l'hiver, sauf exception, comme à Paris, finalement. Intéressant. Donc, déjà, la géographie canadienne n'est pas la même partout. Et il y a des endroits où il fait très froid, la neige est garantie dès le mois de novembre-décembre. Il y a d'autres endroits où le temps qu'elle s'installe, ne serait-ce que Montréal-Québec, on va dire, pour être sûr que la neige soit bien installée, il faut attendre quand même fin décembre, parce que on parle souvent d'un hiver qui est très long, mais en fait, c'est pas non plus plus que la moitié de l'année. L'hiver, quand on est bien équipé, ça passe crème, il n'y a aucun souci à se faire. Il faut avoir les bonnes couches extérieures, des bons gants, il faut avoir un bon manteau, des bonnes chaussures. Si vous avez ça, en fait, vous êtes tranquille, vous allez profiter de l'extérieur. Les Canadiens continuent de vivre, et l'hiver, c'est quand même phénoménal. Il y a des festivals d'hiver, il y a énormément d'activités en plein air. Ça serait dommage de se priver. Les Canadiens en profitent et ont développé plein d'idées assez surprenantes pour profiter justement de la neige, quoi. Donc moi, c'est une saison que de toute façon, j'adore. Et je l'adore au Canada parce qu'au moins, c'est blanc et ça change vraiment de C'est la vraiment destination. l'hiver, c'est sûr. Ouais. Alors, quelle activité? Parce que c'est vrai que là, tu nous fais rêver. Des activités surprenantes, tu disais? Tu penses à quoi, par exemple? Ouais, bah alors par exemple, le ski joring, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Ah, le ski touring, je crois que c'est avec des chevaux, non? C'est pas ça? Ils peuvent se mettre à ski derrière un cheval et comme ça, ils font du ski derrière. Ah oui, c'est pas mal, c'est plutôt original, effectivement. C'est très original. Ensuite, ceux qui cherchent des choses peut-être plus accessibles, il y a tout simplement le fat bike. Faire du vélo avec des pneus surdimensionnés et donc en faire sur la neige pour pouvoir se déplacer plus rapidement. Tu dis le fat bike? Le fat bike. Ah, je connaissais pas du tout, alors là, je découvre. Ah, ok. Ouais. Alors, on voit ça aussi... alors en France, dans les Landes, parce qu'il y a beaucoup de dunes et avec le sable, ça aide d'avoir des pneus surdimensionnés. Mais donc, ouais, c'est du vélo sur de la neige. Il y a aussi ceux qui sont à la recherche d'activités authentiquement canadiennes, aller faire des balades en raquette à neige. Les autochtones le faisaient depuis la nuit des temps. Donc là, c'est l'occasion ou jamais de s'essayer à ça. Puis ça, c'est des activités d'hiver, mais tu me parlais des saisons. Oui. Les Français ont tous entendu la chanson de Joe Dassin. L'été indien, je pense, Ouais. ça a été marqué. Il y a eu un avant et un après Joe Dassin. Donc du coup, l'été indien, les belles couleurs automnales, c'est sûr que c'est une raison de voyager. En fait, ça change complètement les paysages. C'est assez impressionnant parce qu'en photo, tu vois, il y a des endroits qui sont presque plus beaux en photo qu'en vrai, mais je trouve que l'été indien est plus beau en vrai qu'en photo. J'ai jamais réussi à reproduire le côté fluorescent des feuilles avec les photos que je prenais. Donc, faut venir pour le voir. Ouais, donc j'étais à la ville de Québec, c'était en octobre dernier, il y a un an de ça, et les jaunes étaient, mais on avait l'impression que quelqu'un était venu les peindre, quoi. C'était surréaliste. Oui, parce que donc moi je suis allée à Saguenay, au fjord de Saguenay, au Québec, et c'était le tout début de l'automne quand j'y étais, donc parce que juste avant le voyage à Saskatoon, on avait un petit voyage organisé à Québec et donc au fjord de Saguenay. Et là, j'ai eu la chance de trouver, j'étais très contente, ma première feuille d'érable rouge. Je fais une petite photo avec parce que c'était presque émouvant, parce que c'était le tout début de l'automne. Il faut savoir que oui, il y a le côté fluorescent, mais il y a aussi le côté carte postale qu'on imagine avec ces forêts immenses, globalement, avec des feuilles rouges, oranges et aussi jaunes, comme tu viens de le dire. Et c'est vrai que c'est magique. Le peu que j'ai vu, c'était déjà très, très joli. Là, les couleurs de l'automne, au moment où on enregistre, en octobre, elles doivent déjà être bien là, je pense. Alors là, je pense même qu'elles sont sur la fin, si elles ne sont pas toutes tombées. Oui, parce que ça dure pas longtemps. C'est ça l'histoire qu'on m'a expliqué. On imagine que l'automne coloré du Canada dure des mois, mais ça dure une petite semaine, c'est ça? Voilà, ça peut durer dans les 2 semaines à peu près. Ah, quand même. Ça a tendance du côté est canadien, donc Québec, Ontario, c'est là qu'il y a le plus d'érables. Ça a tendance maintenant à se décaler de plus en plus tard. Donc peut-être plutôt du 1er au 15 octobre, à peu près. Ça dépend des années, évidemment. C'est fini donc. Ouais. Là, on est le 23 octobre. Mais inscrivez-vous pour l'année prochaine. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pense toujours à l'érable. Forcément, il est sur le drapeau canadien. Vrai. Et puis le sirop d'érable, vous connaissez, je pense, c'est tellement bon. Je sais plus en manger au Canada, mais j'adorais déjà avant. Mais là-bas, il est particulièrement bon.
Exactement. Mais dans les autres parties du Canada, c'est pas les mêmes types de forêts. Il n'y a pas nécessairement autant d'érables. Très juste. Et par exemple, les couleurs automnales en Alberta, c'était à côté de Saskatoon, juste à l'ouest. C'est très connu pour le mélèze, parce que les mélèzes, en fait, virent au jaune. Donc eux, ils passent pas au D'où rouge. le fluorescent dont tu parlais. Ouais, alors moi, c'était sur les érables, en fait, qui en étaient... en fait, ils passent du vert au jaune au rouge. Et donc, c'était vraiment quand j'étais à la ville de Québec, c'était les feuilles d'érable qui étaient vraiment intenses. Mais en Alberta... Ouais, le mélèze, alors ils appellent ça larch en anglais. Et en fait, c'est des genres de... ça ressemble à des petites épines, mais un peu velours. Oui. C'est compliqué. Je suis pas botaniste, ça doit se sentir. Mais ça devient tout jaune. Et comme les lacs sont encore turquoise, les photos sont absolument incroyables si vous allez sur Google pour voir. Et en vrai, c'est assez époustouflant, ce contraste bleu turquoise, jaune. Donc ça, c'est très beau. Et puis ensuite, dans les territoires du Grand Nord, Yukon par exemple, il n'y a pas vraiment d'arbres, en fait, on est sur des toundras. Et donc, du coup, là, c'est la toundra qui change de couleur et qui passe au rouge. Et quand vous voyez tous ces buissons avec des reliefs impressionnants de montagnes qui flamboient, en fait, qui s'enflamment, c'est très émouvant aussi. Et ça, c'est aussi à l'automne, même période à peu près? Alors non, parce que forcément dans le Grand Nord, l'automne commence plus tôt, et là l'hiver peut durer bien 6 mois. Mais donc du coup, si c'est dans le Grand Nord, dès fin août, début septembre, ça peut commencer à changer de couleur. Ouais. Ah oui. Ça dépendra des années. Ouais, c'est ça. Et l'été alors, qu'est-ce qu'on peut faire au Canada? Peut-être dans quelques grandes villes, peut-être Vancouver, Toronto, même les grands espaces. Ouais. Qu'est-ce que tu recommandes? Je pense que les grands espaces sont une des choses qui attirent le plus les gens au Canada, parce que en fait, des fois même quand vous faites un road trip, vous pouvez faire 30 minutes sans voir âme qui vive, sans croiser un seul village, et ça c'est juste impossible en France. En fait, on passe d'un village à un autre, on n'a pas autant d'espace à soi pour respirer. Les parcs au Canada sont très nombreux. Il y a les parcs provinciaux, les parcs nationaux. Il y a quand même 50 parcs nationaux. Les parcs nationaux, ils ont été choisis à chaque fois pour représenter un intérêt distinct. Et donc du coup, vous pouvez avoir des parcs dans les prairies canadiennes où il n'y a quasiment pas un seul arbre. On voit des antilopes. On a l'impression des fois d'être en Afrique parce que c'est pas du tout le genre d'animal. Les antilopes? Ouais, les antilocapras avec leur cornes noires. J'ai pas eu l'occasion d'en voir moi du côté de Saskatoon ou de Saguenay. Je pense que c'était trop haut. Ouais, on était trop au nord. Oui, voilà. Donc c'est des vraies antilopes. Ça alors? Les antilopes, les antilocapras. Il y a les chiens de prairie à queue noire. Donc en fait, à la fois des paysages et une faune qui du coup est propre à son environnement. Ensuite, vous allez dans les parcs nationaux de Banff. Là, c'est les ours avec les orignaux. Donc, c'est le plus gros cervidé qu'il peut y avoir au Canada. Les orignaux, ça ressemble à quoi? Oh là là, c'est difficile à décrire parce qu'en fait, je dirais que ça ressemble en taille. C'est plus gros qu'un cheval, donc du coup c'est quand même vraiment massif, et ça a un nez ultra proéminent. Et faut googliser. Ouais, parce que c'est pas forcément l'animal au plus beau physique. Ouais, c'est pas très beau, mais c'est impressionnant visiblement. Ouais, c'est très impressionnant, et puis c'est très calme, ça vit en solitaire. On voit un orignal à la fois, ils vivent pas du tout en groupe. Ensuite, dans les Rocheuses canadiennes, on y va pour voir les ours, parce que c'est un peu leur environnement. Il y en a plus de 20 000 qui s'épanouissent dans les Rocheuses, donc il y a forcément un moment où on va les croiser. Et vous rassurez-vous, c'est pas comme dans The Revenant. Là, pour le coup, les ours n'ont aucun intérêt à venir vous attaquer, sauf si vous vous mettez entre eux et leur bébé. Oui, on me l'a expliqué ça en randonnée, justement, quand j'étais du côté de Charlevoix. On a fait une petite randonnée dans la nature. Et notre guide nous a dit, alors attention, si on croise un ours, déjà, vous le fixez pas dans les yeux parce que vous allez le défier. Et surtout, effectivement, si c'est une femelle, alors là, vous allez avoir des gros problèmes. C'est important de le rappeler parce que, effectivement, au Québec, au Canada en général, on peut croiser des ours en randonnée.
Et de toute façon, dès qu'on entre dans un parc national, ce qui est très bien fait au Canada, c'est qu'il y a toujours un centre d'accueil qui a une petite partie exposition, donc c'est comme un musée gratuit sur Absolument. la faune, la flore et même l'histoire de la région. Donc ça, c'est assez fascinant. Je vous recommande vraiment de prendre le temps d'aller dans ces endroits. Ils vous disent quelles sont les meilleures randonnées selon le temps que vous avez à destination. Et forcément, ils vous donnent toutes les recommandations à voir par rapport aux animaux que vous allez rencontrer. Oui. Par exemple, il y a des endroits où il y a énormément de bisons et on vous donne la règle du pouce. C'est-à-dire que si vous tenez votre pouce devant vous et que le bison n'est pas caché par votre pouce, c'est que vous êtes trop près du bison. Et là, c'est mauvais pour vous. Hein. Parce que le bison, ça peut vous charger. Les bisons, ça charge. Et très en vite. mode taureau, quoi. Ah ouais, mais c'est bon à taureau savoir, ça, je savais pas. 10. Bon, faut quand même avoir le réflexe de dire je mets le pouce, si c'est trop tard, vaut mieux peut-être courir, non? Bon, alors on fait une petite pause et on continue cette visite du Canada avec ou sans bison. Salia Radio, des programmes qui vous ressemblent. On continue notre visite du Canada, donc on était dans les parcs avec les bisons, et puis ce qui est intéressant au Canada, c'est qu'on peut aller facilement d'un parc à une grande ville, puisque d'après ce qu'on sait, d'après ce que Cyril m'a expliqué, en fait, les villes sont vraiment très très près des parcs. Alors voilà, ça c'est aussi un des charmes du Canada, c'est que les villes sont à l'orée de la nature. Des fois c'est marrant parce qu'on me dit oui mais je veux absolument aller dans un parc vraiment à l'écart de la population, donc en gros ils vous ont envie de faire 5 heures de route parce qu'ils ont l'impression que c'est ce qui va garantir leur isolement. Non, c'est pas le cas. En fait, les villes canadiennes, déjà dans quasiment toutes les villes canadiennes, Vancouver a le parc Stanley, Toronto est sur le lac Ontario avec toutes les îles de Toronto, Montréal a le parc du Mont-Royal. En fait, la nature est dans la ville. Donc déjà, rien que ça, c'est des très très beaux parcs à découvrir. Et puis ensuite, quand on veut aller sur des parcs un peu plus isolés, des fois en 15 minutes, c'est fait. Et ça, c'est une grande différence, je sais, avec notre pays voisin au sud du Canada, puisque en fait, il y a aussi énormément d'hébergements à l'orée des parcs. Donc, les parcs nationaux du Canada, il n'y a pas 50 routes non plus au Canada. Donc, du coup, il y a toujours des portes d'entrée. Et dans ces portes d'entrée, en fait, c'est des villes où il y a tout l'hébergement possible. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que aussi les visiteurs peuvent dormir à côté du parc s'ils n'ont pas leur équipement pour planter une tente et leur duvet, etc. Il y a des petites auberges, des bed and breakfast, là, des gîtes. Il y a des vrais hôtels aussi, de chaînes et autres. Et donc, finalement, il y en a pour tous les goûts à l'orée des parcs. Donc, pas besoin de faire un choix. Vous pouvez avoir les deux. Et si vous voulez être complètement isolé, allez camper dans le parc. Et il n'y a pas besoin non plus de trop vous éloigner, puisque de toute façon, les parcs sont immenses. Hein. Donc, des fois, les gens aussi se disent « Ah, mais par exemple, j'irai pas à Banff parce que le lac Louise, c'est tellement l'icône du Canada qu'il y a beaucoup trop de monde. » Alors oui, mais par contre, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui se contentent, on va dire, d'aller sur le parking du lac Louise, de prendre leurs photos du lac aux eaux turquoises avec le glacier Victoria en toile de fond, et ils sont contents, pour eux, ils ont vu le lac Louise. En général, les visiteurs français, ils se contentent pas de ça. Ils vont faire un tour du lac, ils vont un petit peu dans les chemins de randonnée, et en fait, dès qu'ils s'éloignent de 100 mètres, il n'y a plus personne. Et donc là, j'ai des amis qui sont bluffés parce qu'ils me disent ouais, sur le parking, ça nous a fait un peu peur, mais dès qu'on est allé se balader, on était seuls au monde, quoi. Et là, tu as l'impression de bénéficier d'un environnement exceptionnel et comme s'il était privatisé. Ah, ça fait rêver. Et pour les villes, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Par quelle ville on commence? Parce qu'il y a tellement de grandes villes dans ce pays qui fait 15 fois la France qu'on ne sait pas par laquelle on peut commencer. Alors Cyrielle, à toi l'honneur. C'est vrai, les villes... alors déjà, le plus simple, c'est les grandes villes. Les grandes villes, c'est... clairement, j'ai cité tout à l'heure les villes qui ont un accès direct depuis la France. Ouais, Montréal. Montréal, la ville de Québec, qui reste quand même une très grande ville, mais il y a aussi la capitale du Canada, Ottawa. Oui, on ne sait pas toujours que c'est Ottawa, la capitale, finalement. Elle est assez méconnue, cette ville, en France. Elle est très méconnue et très sous-estimée. Il y a plein de personnes qui me disaient qu'ils avaient un a priori assez plan-plan de cette ville.
Et en fait, je la trouve fabuleuse. Elle a un petit côté estival avec effectivement une douceur de vivre qu'on n'attend pas en fait dans une capitale parce que en France, on connaît Paris et son rythme de vie effréné. Ouais, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, les gens ont du mal à se dire que Ottawa peut être la capitale, et pourtant si, c'est la capitale fédérale. Et c'est une ville qui a en fait à la fois le bagage anglophone et francophone. Donc il y a vraiment un mix de cultures, il y a énormément d'immigration. Il y a aussi parmi les musées les plus époustouflants du Canada, et s'il y avait peut-être un musée à faire au Canada, c'est le musée canadien de l'histoire, qui en réalité, alors ça c'est assez amusant comme anecdote, n'est pas à Ottawa, mais à Gatineau, parce qu'en fait, Ottawa, c'est un peu comme une ville... une communauté de communes, tu veux dire ? Ouais, une communauté de communes, oui. Avec finalement 2 villes, une côté Québec, une côté Ontario, qui sont juste séparées par la rivière des Outaouais, mais en fait, c'est un peu la même zone de ville, quoi. Oui, ça correspond, ça appartient à Ottawa, c'est comme une grande agglomération, tu veux dire. Exactement. Okay. Et du coup, quand on visite ce musée à Gatineau, qui a en fait la vue sur la colline du Parlement côté Ontario, de l'autre côté, en fait, on a parmi les meilleures vues sur la ville d'Ottawa. Et puis, on découvre toute l'histoire du Canada, des Premières Nations, des Métis, des Inuits dont on parlait tout à l'heure, jusqu'au Canada contemporain. Il y a des artefacts antiques, il y a des explications plus contemporaines. C'est un musée que moi, je trouve fabuleux. Donc, Ottawa, la capitale, rien que ça, pour moi, c'est un endroit extraordinaire. Mais dans les villes qui ont un accès direct, il y a aussi, par exemple, Toronto, qui est le point de départ d'un train qui traverse tout le pays du Canada, d'est en ouest. Donc, si vous voulez découvrir déjà la géographie canadienne et un des éléments qui a unifié ce territoire immense, faites le train. En fait, en 4 jours, 4 nuits, vous aurez traversé le pays. C'est comme si vous aviez fait un Paris jusqu'à Tbilissi en Géorgie. Donc, imaginez un peu les distances. Incroyable. Et ça coûte combien ce train ? Est-ce que c'est cher ? C'est accessible ? C'est à peu près Il y a différents... C'est comme un TGV en France ou... Alors, c'est pas comme un TGV en France parce qu'il y a des couchettes, évidemment, pour ceux qui le veulent. Alors, ceux qui veulent y aller vraiment en mode cheap, il y a vraiment... vous pouvez rester assis pendant... il y a les catégories... Bon, on n'a plus de dos après, mais voilà. Mais on a visité. Donc, il y a les catégories comme ça qui sont pas très chères et vous pouvez vous en sortir pour peut-être $1,000. Ensuite, pour $1,800, vous pouvez avoir une cabine individuelle couchette, en fait. Et ensuite, pour ceux qui veulent vraiment se payer le grand luxe avec une cabine qui soit vraiment confortable, là, vous pouvez aller mettre jusqu'à $9,000 et vous avez quelque chose de plus luxueux. On parle en dollars canadiens, donc ça va être un petit peu moins cher que le dollar US. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que souvent on parle du taux de change euro-dollar. Il y a le dollar américain et puis il y a le dollar canadien aussi, qui est beaucoup plus avantageux, le dollar canadien. Ouais. Donc ça, c'est vrai que quand on pense au coût du voyage au Canada, en fait, le dollar canadien est quand même à l'avantage des Français. Oui. Et puis ensuite, comme le pays, c'est un État fédéral, donc du coup, toutes les provinces n'ont pas... y a certaines choses qu'elles peuvent gérer, notamment les taxes. Et donc, il y a des provinces qui, par exemple, n'ont pas de taxes provinciales. L'Alberta, par exemple, il n'y a pas de taxe provinciale. Donc, in fine, quand vous allez au restaurant ou acheter des souvenirs, ça vous coûte moins cher. Il y a 15% en moins qui vous seront demandés. Très, très intéressant quand même. Ça, c'est bon à rappeler. On va dire $1,000, c'est peut-être... $1,000 canadiens, c'est peut-être 800 euros. Je suis... Bon, en tout cas, c'est moins cher que le dollar USA, donc c'est quand même intéressant. Parce qu'on se dit que ce train, finalement, on découvre tout le Canada pour une somme plutôt correcte. Ouais, alors la cabine, c'est dans les $1,600-$1,700 canadiens. Donc, vous voyez, vous en aurez peut-être pour quand même 1,150 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Mais oui, en fait, c'est une aventure en soi. Parce que vous arrivez à Toronto, vous découvrez la plus grande ville du Canada, qui, pour moi, est une des villes les plus fascinantes, hyper créatives. Très cosmopolite aussi. Très cosmopolite, très méconnue des Français, parce qu'on leur a toujours donné les mauvais conseils d'où aller. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, les Français, à chaque fois qu'ils me parlent de leur visite de Toronto, ils sont allés dans le downtown. Et en fait, les villes nord-américaines, c'est pas comme en France. Il n'y a pas un centre-ville. Il ne faut pas chercher à aller dans un centre-ville. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, si vous allez dans le centre-ville, voilà.
En fait, le centre-ville, très souvent, c'est financier. Et donc, du coup, l'intérêt est assez limité. Ouais. Donc, du coup, faut se renseigner et savoir quels sont les quartiers sympathiques à visiter, là où ça vit, là où il y a des designers, des boutiques d'artisans. Et des fois, il faut peut-être prendre le tramway, le bus, le taxi, ce que vous voulez. Et là, découvrir les endroits qui font le charme de la ville et lui donnent toute son énergie. Alors, quel quartier tu recommanderais à Toronto? Donc, pas downtown, on a compris, c'est trop financier, c'est trop business. Il doit y avoir quelques gratte-ciel et puis c'est tout, j'imagine. Alors, où on va? À Toronto, par exemple, le quartier de la Distillerie, c'est un incontournable. Un incontournable qui, en plus, est tellement photogénique que très souvent, il a été utilisé pour des tournages de films. C'était une ancienne distillerie de whisky, et donc c'est des bâtiments tout en briques. On entre dans un quartier tout en briques qui a servi lors des tournages, par exemple, du film Chicago. Et donc là, en fait, c'est piétonnier. Vous êtes tranquille pour découvrir des galeries d'art, des petites boutiques, des bars et des restaurants. Donc, très sympathique. Moi, ce que j'adore, c'est aussi Kensington Market, qui est là, pas un marché, contrairement à ce que son nom l'indique, mais vraiment un quartier avec des petites maisonnettes. En fait, Toronto a beaucoup... de gratte-ciel, mais là quand vous êtes à Kensington, c'est encore les petites maisons à un étage qui sont toutes différentes, de couleurs différentes, de taille, de forme, c'est assez étonnant et c'est un quartier hyper multiculturel et assez bobo, donc du coup c'est très écolo, vegan, il y a une énergie qui est, j'adore là-bas. Toronto, c'est aussi une ville qui est quand même ouverte sur le lac Ontario. Et donc, du coup, ça me semble évident que les Ontariens en profitent. Il y a les îles de Toronto. En 10 minutes de ferry, vous y êtes. Et c'est un endroit où les Torontois vont, en fait. Ils peuvent y passer le week-end. Il y a des plages. Tu peux aller faire du wakeboard. Il y a même des gens qui y habitent. Mais alors là, la liste d'attente est très longue pour acheter une maison sur l'île de Toronto, évidemment. On ne pense pas à la plage quand on pense au Canada. On ne se dit pas qu'on va aller faire du wakeboard. Et pourtant... Non, mais en tout cas, même si on n'y va pas pour faire du wakeboard, en tout cas, aller dans les quartiers où réellement les Torontois vivent et vont, ça a son charme. Et puis, comme c'est aussi une réserve naturelle, c'est une réserve ornithologique où on peut voir énormément d'animaux. Donc pour moi, Toronto, c'est une des villes les plus fascinantes du Canada. Mais quand on prend le train et qu'on arrive juste à l'autre bord, à Vancouver... là encore, c'est une ville qui a une énergie et une identité qui est complètement distincte. Vancouver, on est sur la ville green du Canada qui a tout un plan pour devenir la plus cyclable du pays. Ils sont très culture locale. C'est eux qui ont mis en place le 100 Mile Diet. Donc en fait, pour consommer tout ce qui est dans un rayon de 100 miles. Alors, très circuit court finalement. Circuit court, voilà. On est sur de l'économie locale. Oceanwise ou même Greenpeace, ce sont des associations qui ont été créées en fait à Vancouver. Donc du coup, on est sur un endroit très porté sur la nature. Et Vancouver, c'est vrai que c'est un peu la ville à 360 degrés en fait. Vous avez une ville qui a vue sur l'océan Pacifique, en même temps les montagnes de la chaîne côtière. Le panorama, il est juste époustouflant. Il y a une qualité de vie dingue là-bas. Et Calgary? J'ai pas d'idée sur cette ville. Calgary, c'est le côté très country du Canada. En mode cow-boy? Ouais, moi j'adore. Ça me fait rire ça, j'imagine. Moi j'adore parce que c'est peut-être pas ce que les gens imaginent du Canada. C'est-à-dire que s'ils veulent une petite maison au bord d'un lac, dans une forêt, le Canada, c'est ça, mais pas que. Et Calgary, on est quand même dans les plaines encore. On n'est pas arrivé dans les Rocheuses. Et donc, du coup, déjà, si vous montez en haut de la tour de Calgary, vous avez cette vue, en fait, sur les plaines un peu infinies. Et tout d'un coup, les montagnes rocheuses qui se dressent. Déjà, rien que ça, c'est époustouflant, en fait, de voir la nature en action. Et puis, la ville, en fait, vu que dans les plaines, il y a énormément de ranchs, la ville est très tournée sur l'élevage de bovins et donc du coup il y a beaucoup de cow-boys. Donc quand vous vous baladez dans Stephen Avenue, qui est l'avenue principale, l'avenue commerçante on va dire, vous avez les magasins où vous pouvez acheter les bottes de cow-boy, les chapeaux, et en fait on ne parle pas d'un folklore là, on parle vraiment d'une identité de la ville. D'ailleurs, c'est un petit peu le Nashville du Canada. Il y a énormément de groupes de musique qui en sont. Quand vous mettez la radio, quand vous vous lancez dans un road trip, en fait, la musique country est très, 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 très présente. Donc c'est drôle, moi j'adore. Intéressant.
Pour tous ceux qui aiment les épopées à cheval, pour tous ceux qui aiment l'ambiance à la Lucky Luke, Calgary comme point de départ, c'est génial parce que vous pouvez aller dans les Badlands, c'est les mauvaises terres, mais en réalité, c'est des terres qui autrefois étaient sous l'eau et donc vous avez des reliefs mais en négatif, tu sais, donc tu as l'impression que c'est tout plat et puis tu arrives, en fait, tu as un canyon, tu peux descendre et puis faire une rando dans le canyon et en fait, c'est des endroits où ils retrouvent énormément de ossements de dinosaures. Donc à Drumheller, par exemple, c'est à juste 1h30 de Calgary. Il y a des paléontologues, mais même pour le film Jurassic Park, en fait, ils sont venus se former à Calgary, à Drumheller, puisque c'est l'endroit où en fait ils retrouvent le plus de ossements de dinosaures au monde. Et c'est impressionnant parce que quand tu te balades, si tu es avec les gens de Parcs Canada, ils t'expliquent en fait donc à quoi ça ressemble. Et en fait, tu a l'impression de voir des petits bouts de bois, sauf qu'en fait, des fois, quand tu regardes, le bout de bois, quand tu le retournes, il a plein de petites bulles à l'intérieur. Ça, c'est pas du bois. Ça, c'est un ossement de dinosaure, un fossile. Eh bien, si j'avais imaginé que le Canada, on pouvait l'associer à Jurassic Park et au western, ça alors, donc un petit tour à Calgary, ça doit être très, très dépaysant, comme tout le reste du Canada d'ailleurs. On en apprend beaucoup avec toi, Cyril. Bon, on continue avec les populations autochtones dans un instant. Salia Radio, la créativité comme vous l'aimez. Alors on continue avec les populations autochtones du Canada, toujours avec Cyrielle Bon, directrice générale de Destination Canada en France. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces populations autochtones, donc les First Nations, les premières populations du Canada? Alors il y a différentes ethnies, il y en a beaucoup, même si bien sûr ils ont été malheureusement exterminés, pour beaucoup aussi. Maintenant on en parle plus au Canada. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En tout cas, c'était mon ressenti. Quand j'étais à Saskatoon, il y a une histoire assez lourde. Alors, oui, ça, c'est un passif très lourd dont le Canada est en train d'entamer une certaine réconciliation. Moi, évidemment, je ne suis pas nécessairement légitime pour en parler. Je ne suis pas autochtone, je ne suis même pas canadienne. J'ai vécu dans l'Ouest canadien, je n'ai pas pour autant mon passeport. Mais pour le coup, on a tendance à dire les autochtones en pensant à une unité, une nation. C'est pas le cas. Il y a plus de 630 communautés autochtones qui ont des langues distinctes. Donc du coup, il y a environ 50 langues, faut imaginer. Et il y a une vraie disparité en fait dans leur tradition, dans leur culture, qui, rien que ça, est difficile à appréhender. Donc pour un gouvernement qui essaye justement d'entamer une réconciliation avec des communautés qu'il avait cherché à assimiler jusque dans les années 90, c'est compliqué parce que, en fait, là, il y a beaucoup d'avis différents à prendre en compte. Et puis, c'est assez méconnu, vu qu'il y avait l'assimilation et qu'on avait cherché à leur faire perdre leur identité, ceux qui le mieux pouvaient s'exprimer à ce sujet sont peut-être disparus. Donc maintenant, il faut leur laisser le temps de se réapproprier, leur redonner une voix et leur donner la confiance qu'ils peuvent s'exprimer là-dessus pour retrouver une communauté qui soit à l'aise en fait d'en parler au Canada. Mais c'est quelque chose qui est très important pour nous. Quand tu étais à Saskatoon avec nous, oui, absolument. Tu te souviens de la journée du 30 septembre? Oui, alors c'est la journée de la vérité et de la réconciliation pour les populations autochtones en fait. Donc la vérité qui permet de mettre à jour justement tous ces drames, toutes ces catastrophes qu'ils ont subies à travers l'histoire, et en même temps de la réconciliation pour aller vers une reconnaissance de leur culture et disons une meilleure entente aussi avec les Canadiens, parce que ça n'a pas été toujours simple et c'est encore très très dur aujourd'hui, puisque cette journée, si j'ai bien compris, elle est née suite à une découverte assez tragique d'ossements, c'est bien ça, au Canada, de populations autochtones. Et donc ça existe depuis 2 ans, et chaque année c'est un jour férié, donc cette journée, c'est bien ça, Cyrielle? Alors, du coup, c'est vrai que dans les pensionnats autochtones, il y avait eu des autochtones qui sont décédés et qui ont été mis dans qui ont été enterrés sur place. Donc, quand il y a eu cette découverte-là, il y a 2 ans, effectivement, ça a ému, mais pas que les autochtones, en fait, la population canadienne aussi, qui était finalement face à son histoire, et une histoire très récente. Et donc, ça a semblé essentiel
déjà de reconnaître ce qui a eu lieu, parce que c'était pas ce qui était mis dans les livres d'histoire canadiens jusque-là. Oui, parce que les Canadiens, ils nous l'ont expliqué, c'est très récent finalement d'aborder cette histoire des populations autochtones. C'est très récent, c'était une histoire que eux n'appréhendaient pas, ne comprenaient pas. Donc en fait, cette journée, le but, c'est vraiment d'échanger, de quelque part d'aller parler au reste de la population canadienne pour qu'ils se sentent à l'aise en fait de comprendre leur propre histoire. Donc c'est éduquer la population canadienne notamment, mais internationale tant mieux, pour qu'en se comprenant mieux, ils puissent s'entendre, finalement retisser des liens qui peut-être étaient un peu trop distendus. Donc voilà, la première chose avant de vouloir arranger une situation, c'est de faire le jour sur la vérité, donc faire quand même aveu d'honnêteté. Et ça commence par ça. Donc le 30 septembre, c'est tous les ans. C'est une journée nationale qui, dans certaines provinces, a été rendue fériée. C'est pas le cas partout, mais en tous les cas, c'est une journée qui est dédiée à cette cause. Et il y a des marches dans la ville, il y a énormément de commerces qui peuvent fermer pour justement marquer le coup. Beaucoup de personnes portent un t-shirt orange en signe de soutien. Et voilà, ça permet de faire la démarche de se renseigner. Et à Saskatoon, il y avait un musée qu'on a pu visiter et un parc qui présente vraiment cette histoire dans les grandes lignes dans la région, mais aussi de façon plus globale. C'est vrai qu'à Saskatoon, on est à côté de Wetaskiwin, qui est un lieu sacré pour les Autochtones. C'était un endroit à la fois où ils venaient chasser, parce qu'il y avait un précipice à bisons, et comme les Autochtones des plaines, en fait, vivaient de la terre, c'était un cercle avec les animaux, donc du coup, ils venaient chasser le bison, ils donc le tuaient, le préparaient sur place, ils utilisaient absolument tout, de la peau aux os et à la viande. Et c'était des endroits où on a retrouvé des roues de la médecine, parce qu'il y avait donc les guérisseurs autochtones qui, en fait, avaient ressenti des énergies dans cet endroit. Et donc, du coup, c'était un lieu, finalement, de pèlerinage où différentes communautés venaient se retrouver. Elles venaient commercer, elles venaient aussi faire des échanges. Et donc, du coup, c'est un lieu qui a été réhabilité. Ils ont fait revenir des bisons, parce qu'il y avait eu quand même une extermination des bisons lors de la conquête de l'Ouest canadien, on va dire. Et puis, donc, ils expliquent à la fois l'histoire lors de visites interprétatives, et il y a toute la petite partie musée où tu as vu effectivement les explications. Et ça, on le retrouve dans différents endroits au Canada, parce que, en fait, une partie de cette réhabilitation à la fois de la vérité et de renforcer les interactions avec les communautés autochtones, c'est de permettre aux autochtones de raconter leur histoire, et donc du coup de créer des lieux où ils peuvent l'exprimer. Donc ça peut être des musées, il y a l'hôtel musée des Premières Nations à Wendake, c'est à 15 minutes de la ville de Québec par exemple. Donc ensuite, du côté de Vancouver, il y a aussi un musée de l'anthropologie qui est assez formidable avec énormément d'artefacts. Donc il y a différents endroits au Canada où vous avez des lieux qui ont émergé, qui sont fondés pour les autochtones. Et quand vous y allez, vous rencontrez leurs interprètes et vous avez leur propre histoire de leur propre bouche en fait. D'ailleurs, le parc de Wetaskiwin, si je prononce bien, je me suis habituée, comme Saskatchewan, la région en question, tout près de Saskatoon, donc le parc de Wetaskiwin, pourrait être un jour classé UNESCO. Je crois qu'ils ont candidaté. Et le spécialiste, le chercheur, l'archéologue, qui est un personnage là-bas, que je vous invite à rencontrer si vous y allez, nous a expliqué effectivement qu'il y avait une énergie particulière. Et lui, il a bataillé, mais longtemps, parce que ça n'a pas tout de suite été un parc, avec les personnes à qui ça appartenait, donc ce terrain, pour en faire cette réserve. Et l'histoire est assez touchante, parce qu'il y avait un chef indien, indien, non, il ne faut pas dire ça, vous avez vu, j'ai fait la bêtise, un chef autochtone, qui lui avait dit
que ça deviendrait une réserve et qu'il fallait y croire. Et puis, il en parle encore aujourd'hui. Ce chef autochtone est décédé, mais il dit, voilà, il avait tout prévu et cette énergie, finalement, de cet espace, avec toute l'histoire qui est là, eh ben, en fait, elle se confirme, puisque peut-être qu'un jour, on va être inscrit à l'UNESCO. Et en tout cas, ils sont bien partis pour, et on leur souhaite. Parce que c'est vraiment un lieu incroyable, moi, qui m'a beaucoup touchée. Et puis, il y avait eu ce spectacle aussi de danse traditionnelle autochtone qui est assez magique. Et je crois qu'ils le font un peu partout au Canada. Hein. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a les danseurs qui sont venus pour nous faire donc certaines des danses qu'on voit dans les powwows. Les fameux powwows, voilà. Je voulais qu'on en parle. Et ça, c'est souvent les images qu'on montre des communautés autochtones et qui, pour certaines personnes, paraissent pas authentiques parce que y a des plumes, il y a des couleurs, et puis c'est pas les habits de tous les jours des autochtones. Alors oui, c'est vrai, c'est pas les habits de tous les jours des autochtones puisque c'est des habits de cérémonie. C'est vrai que j'avais eu cette impression, je dois le dire. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu trop pittoresque. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas tout de suite compris. J'ai été un peu désorientée. J'avais envie d'aller plus loin, justement, mais en fait. C'est quand même quelque chose d'important. C'est très important, et puis surtout, ça montre aussi que les autochtones, en fait, ont su préserver leur culture malgré les tentatives d'assimilation, et en fait, ils l'ont fait évoluer. Donc, on n'est même plus sur les costumes d'autrefois. C'est des costumes d'autrefois qui ont évolué avec peut-être plus de couleurs, plus de fastes, mais l'esprit est le même. Enfin, la regalia, donc c'est les habits pour ces danses autochtones. Quand c'est une danse ils appellent le chicken dance, ou alors il y a le hoop dance. Donc il y a différents types de danse, et en fait les types de vêtements restent les mêmes, c'est juste qu'il y a eu des évolutions puisque c'est encore vivant. Les powwows, il y en a effectivement dans tout le Canada. En général, c'est de mai à fin septembre. Mais qu'est-ce qu'un powwow ? Parce que oui, on ne sait pas. Un powwow, c'est une rencontre autochtone. Certaines sont des rencontres, on va dire, cérémonielles, donc plus traditionnelles, et d'autres sont vraiment des compétitions. Quand c'est des compétitions, il y a des prix à gagner. C'est un peu comme j'ai une compétition de golf. Il y a des choses à gagner. Des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est des prix. Et donc, du coup, il y a des danseurs de powwow qui vont faire toute la route des powwows au Canada et aux États-Unis et qui vivent de ça. Mais c'est des compétitions entre qui et qui, en fait ? Entre communautés autochtones. Ah oui. Ouais. Chaque communauté a ses habits propres, ses façons de danser. Et donc, du coup, les danseurs s'affrontent sur des danses qui sont codifiées, qui sont typées. Et voilà, donc ça peut être pour désigner le vainqueur ou alors pour partager un moment ensemble. Et là où c'est très intéressant, c'est que des fois on est timide parce qu'on est des visiteurs, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on me l'a dit et répété tellement de fois, les visiteurs sont les bienvenus. Tant qu'on respecte ce qu'il se passe, qu'on ne va pas interférer, se mettre sur la scène au milieu des danseurs au mauvais moment, bien sûr qu'ils ont envie aussi de nous expliquer ce qui se passe, de nous le faire partager, peut-être de nous initier à quelques pas de danse si c'est leur choix. C'est des moments en fait qui sont assez beaux parce qu'il y a à la fois les danseurs, il y a les musiciens, parce qu'il y a différents types de musique associés à chaque danse. Et puis ensuite, comme c'est des endroits de rencontre en général, les powwows, c'était des rencontres entre différentes nations, et il y a aussi plein de petits stands où on peut acheter des produits de chaque nation, de l'artisanat. On peut grignoter aussi des spécialités. Oui, peut-être. Alors ensuite, c'est peut-être pas pour le côté culinaire qu'on y va le plus, mais c'est vrai que l'artisanat, si vous voulez découvrir ce que c'est que l'artisanat autochtone, un powwow, c'est un endroit idéal pour en retrouver. Et puis, ça, c'est important parce que souvent, on se demande comment faire pour soutenir la cause autochtone. Grâce à l'appréciation culturelle, en fait, si vous allez acheter un souvenir autochtone à une communauté autochtone, en fait, vous la soutenez dans son développement, et c'est totalement différent de l'appropriation culturelle où vous iriez acheter un t-shirt sur Amazon fabriqué en Chine avec le dessin d'un attrape-rêve. Non, on ne veut pas de ça. Faut aller soutenir les communautés autochtones. C'est du vrai tourisme durable, en vérité. Absolument, absolument. Et puis les Français sont très sensibles à ça. Absolument. Et du coup, l'association touristique autochtone a développé un site en français, en plus. Quel est ce site ? Ouais, ça s'appelle destinationautochtone.ca.
Et c'est à travers tout le Canada? Et donc, du coup, ça recense en fait toutes les activités autochtones, authentiquement autochtones, que vous retrouvez à travers tout le pays, d'un océan à l'autre, hein, de l'Atlantique au Pacifique. Et donc, c'est des commerces, des expériences, des rencontres qui sont certifiées par l'association, ce qui vous évite en fait d'aller donner de l'argent à je sais pas moi, par exemple un hôtelier qui aurait mis un tipi dans son jardin pour dire vous voyez, j'ai un élément autochtone. Là on tombe dans ce qu'il faut pas, justement. Exactement. Donc au moins, si vous voulez être rassuré que vous allez vraiment soutenir une communauté autochtone, vous allez sur le site destinationautochtone.ca. Et là, vous pouvez même poser la question, il y a des petites chattes. C'est un très, très, très bon site, plein d'explications. Et tout à l'heure, donc on parlait des PAO. Où est-ce qu'on peut trouver cette liste de PAO quand c'est la saison? C'est parce qu'on a envie d'y aller. Justement, sur le site de destinationautochtone.ca, il y a en fait la liste des powwows et donc il y a il y a tout un calendrier des powwows au Canada. Donc ça c'est intéressant parce que si vous pouvez organiser votre voyage autour d'un powwow, souvent c'est sur 3-4 jours, peut-être ça a tendance à englober le week-end quand même, mais ça peut être genre du jeudi au dimanche. Et donc là vous avez plusieurs jours sur lesquels vous pouvez venir y assister. Et quelle activité on peut faire avec les populations autochtones? Parce que ça se développe beaucoup, on vient de le dire. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'activités touristiques, on va dire, avec les autochtones, via notamment ce site? Oui. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont les marches médicinales. Quand vous allez en forêt ou dans l'environnement que vous êtes en train de visiter, avec un guide autochtone et qui vous explique comment ils utilisaient chacune des plantes et des arbres que vous voyez. Et là, vous découvrez en fait des utilisations mais absolument insoupçonnées, des choses que vous avez admirées peut-être pour leur couleur, pour leur forme, mais que eux utilisaient pour se guérir parce qu'en fait, avant la médecine, ils avaient leur propre façon de rester en forme et en vie. Et puis on y revient avec tout ce qui est naturopathie, avec le retour à la nature, post-Covid, on voit que ça. Donc ils avaient déjà en fait la sagesse de la nature. Et c'est important de les suivre là-dessus. C'est hyper important et puis en plus ça permet vraiment d'échanger avec quelqu'un. C'est vrai que le rythme lent de la marche, ça permet de voir des choses qu'on ne verrait peut-être pas si on va trop vite lors d'une activité plus avec adrénaline. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de l'hôtel-musée des Premières Nations. Ce que je trouve intéressant aussi avec le fait de rester dormir dans une réserve autochtone qui aurait développé ce commerce-là, c'est qu'en fait, quand vous dormez dans un hôtel tenu par des Premières Nations, vous allez avoir le temps, en fait, laisser le temps de rencontrer des gens et au détour d'une balade autour de l'hôtel, vous allez pouvoir en fait discuter et échanger, découvrir des choses que vous n'auriez pas soupçonnées. Ça laisse le temps au temps, finalement. Bon, merci beaucoup Cyrielle pour ce voyage au Canada. On était vraiment partout avec toi. Et j'invite vraiment les auditeurs, ceux qui nous regardent, à y aller parce que moi, j'ai bien l'intention d'y retourner. C'était ma première fois et c'est un pays continent qu'on a envie d'explorer chaque fois plus. Et là, tu nous as donné quelques clés qui étaient quand même passionnantes. Et je vous dis donc à très bientôt pour une autre destination ensemble. On remercie nos techniciens Yann Chabot et Nicolas Goussin. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Voyage en immersion. Bye bye.